Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fleur d'avocat par Lila Louise Maréchaux. Je suis Lila Louise Maréchaux, ancienne avocate, créatrice du podcast Fleur d'avocat et cofondatrice du cabinet de recrutement Iris et Thémis, cabinet de recrutement pour cabinet d'avocats. La thématique aujourd'hui est celle de pourquoi est-ce que les avocats n'arrivent pas à proposer des forfaits. C'est une thématique qui est liée à mon autre casquette plus de consultante business pour les avocats, même si c'est une casquette qui est très en sourdine d'un point de vue opérationnel puisque je me concentre sur le développement d'Iris et Thémis, mais qui me tient beaucoup à cœur et notamment sur le sujet de la politique de facturation, de la politique d'honoraires en général, tout ce qui va être lié au pricing. Donc ce petit sujet, mais qui n'est pas un petit sujet, pourquoi est-ce que les avocats n'arrivent pas à proposer des forfaits ? C'est un sujet qui est important parce que moi, je ne crois pas du tout en la facturation auto-horaire. Et j'observe que la facturation auto-horaire est souvent une fausse facturation auto-horaire. Disons qu'elle est tellement retoquée à la hausse sur certains postes, à la baisse sur d'autres, etc., qu'en réalité, ça n'est pas une facturation auto-horaire. Et donc, se pose la question de modèles alternatifs de facturation, le besoin de visibilité des clients étant important, le forfait est un mode idoine, mais qui est un mode difficile et difficile culturellement pour les avocats. Et la raison est simple, elle est liée à la gestion de la certitude. Et c'est justement sur le sujet de cette incertitude, enfin, il y a deux sujets, il y a l'incertitude et il y a l'incertitude qui conduit à la peur de ne pas être rentable, première chose. Et puis, paradoxalement, un autre élément freine les avocats à faire du forfait, c'est au contraire la peur de faire de la marge. Et donc, je voulais aborder ces deux sujets avec vous, en commençant par le facteur le plus freinant qui est celui de la gestion de l'incertitude. La première raison qui pousse les avocats à être réticents au fait de proposer une facturation au forfait, c'est tout simplement celle d'avoir peur pour un dossier donné de ne pas être rentable. Et donc, on est sur une configuration, et ça c'est une observation vraiment globale que je fais, avec des avocats qui pensent leur activité, pensent la rentabilité de leur activité, dossier par dossier, plus que au global dans l'activité. Et c'est un vrai frein parce que ça les... ça les empêche ça les empêche de se simplifier la vie justement dans la gestion des honoraires. Parce que ça conduit à une prise de tête colossale, dossier par dossier, au moment d'émettre une facture ou d'émettre une proposition, un devis d'accompagnement. Il n'y a aucune capacité, si vous ne réfléchissez pas à votre activité au global, il n'y a aucune capacité à standardiser vos honoraires. Parce que à chaque fois, vous vous dites, oui, mais chaque dossier est différent et chaque dossier peut se dérouler de manière différente quand bien même vous avez deux dossiers qui sont en apparence les mêmes typologies de dossiers. Je sais pas, moi, vous avez deux pactes d'associés. Ça va pas forcément être exactement les mêmes négos dans les deux cas, mais c'est deux pactes d'associés quand même. Pour continuer dans le droit des sociétés, deux opérations d'acquisition d'une société. Dans les deux cas, ça va pas se dérouler de la même manière, mais dans les deux cas, c'est une acquisition de société. Donc, il y a quand même des grandes étapes qui sont les mêmes. C'est juste que le contenu des négos, là, est du sur-mesure et représente un aléa. Mais le fait de penser dossier par dossier vous empêche de penser standardisation. Et le fait de ne pas penser standardisation vous empêche de simplifier, juste de simplifier votre business au global, y compris de simplifier la partie commerciale. Et dans la partie commerciale, il y a évidemment les devis. Et moi, ça me fascine, je vous assure, ça me fascine, les avocats qui mettent le temps qui passe sur l'émission d'une proposition, parce qu'ils se disent, ok, du coup, qu'est-ce que ça va contenir, d'accord, et puis ensuite ils se disent, oui, mais du coup, pour tel client, non, mais là, ça va faire beaucoup, et puis nanana, et donc en fait, ils se prennent la tête pendant des heures carrées,
et même parfois plusieurs jours, par refus juste parce qu'ils sont dans l'appréciation au cas par cas de mon dossier, plutôt que de se dire, ok, comment est-ce que je prends de la hauteur, je réfléchis ma rentabilité au global et je standardise au maximum. Et standardiser ne veut pas dire que on homogénéise, on peut avoir des variables dans la standardisation, mais je standardise au maximum pour me simplifier la vie au moment d'émettre des honoraires et au moment d'en parler avec mes clients. Et ce qui génère cette appréhension globale à penser justement au global et non pas dossier par dossier, c'est que je pense que c'est très lié à un biais cognitif de biais de négativité. Cette tendance qu'on a à se concentrer sur le risque et sur le négatif, qui fait que on anticipe, on est focalisé sur le risque qu'un dossier, et ce qui est encore plus vrai chez les juristes qui ont quand même un esprit qui est formé à l'identification du risque, c'est-à-dire que c'est un métier de maîtrise du risque. Ça fait partie de ces métiers qui sont des métiers de maîtrise du risque. Et en fait, du coup, on se focalise au moment de réfléchir à sa politique tarifaire sur oui, mais et si ce dossier était un de ces dossiers qui dégénère et en fait, je ne sais pas où est-ce que ça peut aller, mais ça peut aller vraiment dans des zones où on n'a pas envie que ça aille et où du coup, et quand bien même c'est une occurrence sur 50, on se focalise sur le risque que ce dossier parte en vrille et soit de ces dossiers cauchemars qui du coup vont pas du tout être rentables si on standardise. Au lieu de se dire que déjà, il y a quand même une manière classique dont se déroulent les dossiers. Par classique, j'entends pas juste qu'on n'est pas dans une logique d'écart type. Et puis il y a aussi les occurrences où pour le coup tout se passe très bien, ça roule, ça veut pas dire que c'est simple, mais juste ça roule, les négociations se passent bien, il y a évidemment quelques soubresauts mais qui sont, je veux dire, normaux et qui se résolvent facilement. Et où du coup, bah, en fait, juste, on n'est pas dans ces cas de figure où ça dégénère et ça devient ingérable et du coup, le forfait permet pas du tout de couvrir ce genre de situation. Donc, vraiment, c'est une focalisation sur le risque le risque de dégénérescence, dégénérescence, je ne sais pas. Et une non prise en compte ou un oubli ou je sais pas, un déni d'une forme de normativité, de moyenne, et un oubli total et une absence totale de considération de l'éventualité où pour le coup tout se passe bien et où le forfait non seulement il est largement couvert mais en plus on est même extrêmement rentable par rapport à cette opération. Juste parce que les choses sont allées vite, les négociations se sont bien passées, voilà, juste tout est allé vite et tout s'est bien passé. Et ça arrive. Je vous donne un exemple. Nous, dans Iris et Thémis, donc on fait du recrutement pour cabinet d'avocats. On a globalement quelques cas de figure, mais qui sont minoritaires. On doit parler de peut-être 2 dossiers sur 10 où le client, on n'arrive pas à recruter dans les 3 ou 4 profils qu'on présente en première intention. Et voilà, ça arrive. Là, on est en train de boucler un recrutement pour un senior. On vient de boucler parce qu'il y a une acceptation, une acceptation de l'offre qui s'est faite hier. On est d'ailleurs trop contents parce qu'en plus, c'est une candidate qui, comme toutes les bonnes candidates en droit social, était très courtisée et c'est notre client qu'elle a choisi. Mais je pense qu'on en est à la peut-être 9e candidate qu'on présente. Mais parce qu'il y a eu plein d'aléas. Il y a eu une candidate qui a appris qu'elle avait déjà un très long
qui avait un très long préavis parce que ça fait longtemps qu'elle est dans son cabinet. Et en plus, en cours de process, elle a appris qu'elle était enceinte. Et donc, elle s'est dit, OK, donc en fait, ça veut dire que mon intégration dans la structure, elle serait qu'à telle date. Et c'est dans beaucoup trop longtemps, j'arrive pas à me projeter. Donc, elle s'est retirée du processus. On a une candidate qui n'a pas passé l'étape du test technique, de la mise en situation. On a une candidate où tous les feux étaient au vert d'un point de vue technicité, etc., mais dont les prises de référence ont révélé que dans les relations d'équipe, elle n'était pas très à l'aise. Donc le client se serait très bien vu la recruter si c'était sa seule collaboratrice. Mais compte tenu du fait qu'il a 2 autres collaboratrices, et ben, pour le coup, il s'est dit qu'il prenait trop de risques sur l'équilibre global de l'équipe. On a une autre personne où je sais plus ce qui s'est passé. Enfin, on a eu plein de raisons différentes qui font que les personnes qu'on a présentées, ça a échoué. Et que la bonne personne a été probablement la 9e. Mais en fait, en vrai, c'est assez rare. La plupart du temps, on trouve le bon candidat parmi les 4 premiers candidats qu'on sélectionne, qu'on présente au client et que le client qu'on présente au client et que le client j'allais dire et que le client rencontre, mais c'est pas forcément parmi les 4 premières personnes que le client rencontre, c'est parmi les 4 premières personnes qu'on présente au client. Et donc là, je vous parle en termes de nombre de candidats, mais c'est pareil en termes de durée. On a quelques processus de recrutement qui s'étalent sur très longtemps. On a un processus de recrutement qui s'est étalé sur 9 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 9 mois, c'est très très long. On en a un autre qui s'est étalé sur probablement 6 mois, je pense, tout mis bout à bout. Qui a dû commencer en mai et qui s'est terminé en décembre. Donc on en a quelques-uns qui sont comme ça des processus de recrutement qui mettent beaucoup beaucoup de temps et les raisons peuvent être variées. Soit parce que on est sur une pénurie de vraiment des secteurs hyper pénuriques avec des profils qui sont très durs à débaucher et des clients qui sont pas les mieux placés en termes de politique de rétrocession d'honoraires. Donc forcément, nous, ça réduit quand même notre champ des possibles. Ce à quoi on ajoute toutes les autres contraintes et toutes les autres exigences. Donc parfois, ça prend beaucoup de temps. Et puis, parfois aussi, ça prend très peu de temps. Et en 2 semaines, c'est bouclé. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin, je veux dire, on ne sait pas pourquoi. Il y a rien. Et parfois aussi, ça va très très vite dans des domaines d'expertise qui sont plutôt pénuriques. Mais on sait qu'en moyenne, on sait qu'en moyenne et en médiane, on sait que notre médiane à l'heure où je vous parle là, elle est à 50 jours. Et notre moyenne, elle est à 66 jours. Donc la médiane vient corriger les écarts types, là où la moyenne fait vraiment la moyenne de tout en incluant les écarts types, tant ceux qui sont très rapides que ceux qui sont très très longs. Mais donc globalement, on sait qu'en moins de 2 mois, 80% du temps, on recrute pour nos clients en moins de 2 mois. Et donc moi, forcément, vous voyez, là, je vous en parle avec beaucoup de transparence, quand je reçois un prospect, quand j'ai un potentiel client qui me contacte pour recruter, personnellement, je suis pas du genre à aimer faire des fausses attentes irréalistes juste pour avoir un mandat signé, parce que je considère que ça ne mène qu'à des relations derrière qui sont des relations tendues. Parce que le client est déçu et donc en fait après il considère qu'on lui a menti ou que voilà. Donc je suis toujours très transparente sur nos délais moyens et médians de recrutement et sur le fait que évidemment c'est une médiane et c'est une moyenne. Parfois ça va beaucoup plus vite et alléluia, et puis parfois ça va plus lentement et évidemment on fait le point tout au long du process. Mais ça je le sais parce que je suis cette data, qui est une data pertinente pour moi de suivre, tant en termes de nombre de candidats présentés en moyenne que de durée du recrutement, etc.
Et ce que j'observe, c'est que plein d'avocats, si on revient sur leurs opérations à eux, en fait, ils ont aucune notion, aucun recul, aucune vision globale de, en fait, tout simplement, à opération égale, en général, comment ça se passe. En moyenne, comment ça se passe. Donc en moyenne, justement, sur une acquisition de société, on en est à 20 opérations, 30 opérations, 50 opérations, 100 opérations en fonction de votre degré du nombre d'années d'expérience que vous avez. Et parce que vraiment, je vous parle aussi d'avocats qui ont plus de 20 ans de barre et qui sont un peu interloqués quand je leur dis ok, mais en moyenne ça se passe comment? En général ça se passe comment? Si on oublie les dossiers qui dégénèrent, ça se passe comment? Et qui sont vraiment incapables de dire bah oui, sur une acquisition de société, donc il y a nécessairement telle et telle et telle et telle étape. En général, l'étape des négociations, ça se passe comme ça, il y a X rendez-vous et on arrive au bout du 3e ou du 4e rendez-vous, on arrive à trouver un accord sur l'ensemble des éléments en négociation, j'en sais rien. Enfin, les endroits où il y a de la variable et où il y a une grosse zone d'incertitude, en fait, comment est-ce qu'on se situe? Et pareil, sur un nombre de projets d'acquisition donnés, en réalité, statistiquement, combien vont au bout, combien échouent après l'audit, combien échouent après la lettre d'intention, et ça, c'est de la donnée que vous pouvez récupérer sur votre activité si vous faites l'effort de la consigner et de la structurer. Et la structuration de cette donnée, la consignation et la structuration de cette donnée peut justement vous permettre d'avoir cette expérience et cette prise de hauteur sur tout simplement, en moyenne, en moyenne et en médiane, comment ça se passe. Et donc, de caler un forfait en vous appuyant sur la manière dont les choses se passent la plupart du temps, tout simplement. L'écrasante majorité du temps, plutôt que de vous baser sur des écarts types. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a une chose qui vient corriger ce problème de l'incertitude qui est le frein principal à la capacité de poser un forfait et de se dire ok, ce forfait, a priori, j'ai 80% de chance pour que ça se passe bien. Et pour qu'il couvre mon intervention. Il y a 2 raisons qui peuvent conduire à ce que justement cette prise de hauteur ne soit pas possible. La première, c'est celle que je viens de mentionner jusqu'à l'instant. Vous avez 2, 5, 10, 20 ans d'expérience dans ce que vous faites, y compris à intervenir sur les types de problématiques dont on parle. Mais vous n'avez pas consigné, ou vous avez consigné, mais vous n'avez pas structuré cette donnée. Donc, en fait, vous n'avez pas de vision sur la donnée. Donc, ça, c'est globalement, vous avez l'expérience, mais vous n'êtes pas capable de capitaliser sur votre expérience pour en faire une politique de prix qui soit une politique de prix bien structurée et notamment pour en faire une politique de prix sur la base d'un forfait. Donc ça, c'est et en étant confortable sur le rapport entre le coût et le forfait. Donc ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, et c'est presque ma préférée en termes parce qu'elle m'attendrit, la deuxième hypothèse, c'est tout simplement l'inexpérience. C'est-à-dire, bah oui, mais en fait, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais pas parce que je ne sais pas, parce que tel dossier peut dégénérer, parce que dans l'absolu, n'importe quel dossier peut dégénérer, mais juste l'inexpérience parce qu'en en fait, on n'a jamais fait ça et on doit poser un prix et on ne sait pas quel est le prix et donc c'est plus facile de mettre un taux horaire parce que en fait, comme on ne sait pas quoi dire au client.
Et je vous donne mon expérience. Moi, le premier dossier perso que j'ai pris, et très honnêtement que j'aurais jamais dû prendre, c'est un dossier personnel. Donc, je faisais du droit de la santé, mais moi, je faisais plus du réglementaire sur les produits de santé à cette époque-là. Et quand je faisais du contentieux, c'était plus du contentieux de type... en fait, c'était plus public, donc sur les autorisations de mise sur le marché, ou encore un marché public de produits de santé. Et on m'a proposé de prendre un dossier perso en réparation, donc pour une victime d'une erreur médicale en réparation du dommage corporel. J'ai dit oui, parce que je n'aurais franchement jamais dû faire si j'avais respecté mon serment de compétence. J'étais incapable de pricer mon intervention. Je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais. Et donc, j'ai quand même proposé un forfait, parce que pour le coup, moi, j'avoue que la politique du taux horaire, elle m'a toujours dépassée. Enfin, la personne, elle veut savoir combien elle va payer. Donc il faut donner un prix, pas un taux horaire. Un taux horaire n'est pas un prix. Et du coup, je l'avais proposé, je crois que c'était 790 € hors taxe, ou 890. Enfin, c'était moins de 1000 € pour l'accompagnement en procédure d'expertise, pour le référé expertise. Et donc évidemment c'était pas, et ça incluait donc le recours amiable devant le tribunal administratif, l'accompagnement en expertise, et tout jusqu'à l'obtention jusqu'à la clôture du référé expertise. À tel point que ce dossier perso n'était pas terminé quand j'ai quitté la profession d'avocat. Et il restait pas grand-chose à toucher. Et l'avocate qui a pris ma succession, à qui j'ai demandé de me succéder dans ce dossier, je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolée, j'ai tellement mal vendu ce dossier. Il y a un reliquat, mais enfin, je veux dire, et elle l'a fait pour me rendre service, elle l'a clairement pas fait pour... Donc, merci Elsa d'ailleurs pour ton intervention à ce moment-là dans ce dossier sans aucune... voilà, avec une rétribution financière ridicule. Mais ça, c'est l'inexpérience. Et j'ai envie de vous dire que l'expérience, le prix reflète aussi votre expérience. Et si vous n'êtes pas capable de poser un prix parce que vous ne savez pas en quoi va consister le dossier et finalement ce qui va se passer et du coup quel est le juste prix, il y a deux questions. Il y a une, est-ce que vraiment du coup je suis la bonne personne pour prendre ce dossier? Et deux, si je décide de prendre ce dossier quand même, en fait, ok, je pose un prix. Mais en fait, ce dossier, le sujet, c'est pas tellement ce qui va me rapporter financièrement parlant, c'est surtout ce que je vais en apprendre sur cette typologie de dossier, comment ça se gère, comment ça se passe, le temps qu'on y passe, en sachant que le temps passé sur le dossier va être en grande partie du temps de soi-même monter en compétence sur le fond, sur la procédure, sur la forme, sur tout ce qu'on veut. Et que le client n'a aucune raison de payer votre montée en compétence. Tout ça pour dire que si votre argument pour ne pas savoir quel est le bon prix, c'est l'inexpérience, juste parce que vous n'avez pas d'expérience, en fait, probablement que le sujet, il est ailleurs que sur le problème du forfait et qu'il est dans juste l'expérience que vous devez acquérir. Et donc, en fait, peu importe l'argent que va vous payer le client, très honnêtement, vous allez travailler pour apprendre et c'est votre propre investissement dans cette logique. Alors, vous avez plein de manières de compenser ça. Hein. Vous pouvez faire un benchmark de combien font payer les confrères en général pour ce genre de choses et de vous dire, ok, du coup, par rapport à ça, combien je vais me situer pour quand même gagner un peu d'argent. Mais voilà, vous avez des compensations, mais le sujet n'est pas tellement là. Le sujet, il est sur juste l'expérience à aller acquérir. Et cette expérience, elle se traduit tant sur la technicité sur le fond du dossier que sur la gestion de ce dossier et la manière de vendre ce dossier, qui sont deux angles extrêmement importants dans ce qui fait qu'on devient un avocat et qu'on peut développer facilement. Donc voilà, ce qui est certain, c'est que, et ça c'est quelque chose que je décline dans ma formation sur les honoraires, qui n'est
qui n'est malheureusement pas accessible en ce moment, mais qui le redeviendra un jour, c'est que le forfait, compte tenu du fait que, enfin, un vrai forfait, compte tenu du fait que vous, comme fournisseur, vous portez le risque et l'incertitude, le risque de l'aléa pèse sur vous dans un certain périmètre défini, mais encore une fois, si c'est un vrai forfait, normalement, ce périmètre, il n'est pas... Enfin, je veux dire, on accompagne quand même son client d'un point A à un point B, voilà, pour une certaine somme qui est définie de manière préalable. Il intègre justement le fait que votre client ne supporte pas l'aléa, c'est-à-dire que la certitude sur le prix que vous apportez au client, d'une certaine façon, elle a son propre prix, elle se paye aussi, parce que l'aléa est sur vous et ce risque que vous prenez, il se paye. D'ailleurs, c'est le business model de l'assurance. Hein. L'assurance, ça n'est rien d'autre qu'un mécanisme où vous avez un acteur, vous payez cet acteur pour une forme de certitude qu'il vous apporte sur le fait que si tel événement arrive, vous serez indemnisé dans certaines conditions qui sont elles-mêmes définies en amont en termes de... Bref, on ne va pas décliner là-dessus, mais vous avez compris l'idée. Donc ça s'intègre dans le prix du forfait. Et c'est ma recommandation quand vous faites des forfaits, c'est de jamais faire des forfaits pile poil. C'est-à-dire que si vous vous dites, ok, mon taux horaire, il est à 500 euros et je pense que j'en ai pour 4 heures à faire ce truc. Et donc, ça fait 2000 euros. En réalité, en tout cas, si vous vous basez là-dessus, peut-être que c'est pas 2000 euros, mais c'est 2500 ou 3000 parce que vous absorbez votre aléa de, en fait, finalement, si ça n'a pas pris 4 heures, mais que ça en a pris 6 ou 8, vous avez couvert cette incertitude sans avoir besoin de dire à votre client, ah, mais finalement, je sais pas quoi. Et votre client, pour lui, c'est complètement $1. Donc voilà, donc ça c'est le prix de la certitude que vous offrez. La certitude que vous offrez se paye. L'autre chose, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est donc on parlait de l'incertitude, mais il y a aussi la pudeur par rapport au fait de faire de la marge. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Parce que je pense que c'est vraiment issu d'une forme de culpabilité chrétienne de ne pas oser faire de l'argent. Tout simplement. Et c'est quelque chose auquel j'ai été exposée plusieurs fois en échangeant avec des avocats. Et d'ailleurs surtout avec des avocates. Surtout avec des femmes qui disaient oui, mais imaginons que j'ai vendu 5000 euros quelque chose, un service X, et que en fait j'y ai passé 2 heures et j'ai résolu le problème j'ai résolu le problème en 2 heures. Et je leur dis trop bien, ça aura été hyper rentable. Et en fait ça les gêne énormément, la perspective d'être payé aussi cher pour aussi peu de temps passé sur une problématique donnée pour apporter une solution à son client. Et donc ça c'est un problème de conception de son métier, c'est-à-dire que en réalité, le client, il n'a pas besoin de vous. Ce qu'il achète, c'est pas votre temps. Ce qu'il achète, c'est une solution. Et le temps n'est qu'un moyen pour obtenir cette solution. Et la question, c'est quelle est la valeur ajoutée de cette solution, de telle façon même que vous avez tout un nombre de cas de figure où le fait de résoudre un problème vite, en réalité, ça ne devrait pas coûter moins cher, mais ça devrait coûter plus cher.
Parce que le temps que vous faites gagner à votre client dans le fait que ce projet aille plus vite, d'obtenir plus rapidement une autorisation administrative, d'avoir négocié dans certaines conditions, atteint un certain niveau de négociation en termes de contrepartie, de package global de la négociation plus rapidement. Je sais, un contentieux qui se solde vite, une consultation que vous réalisez vite, etc., etc. En réalité, vous avez plein de cas de figure où cette rapidité a de la valeur et où elle se paye à part entière. Mais je ne vous parle pas de rapidité. J'ai sorti la consulte en 24 heures, j'y ai passé 24 heures, j'ai pas dormi. Je vous parle aussi de cette faculté à être juste hyper efficace. Et les deux sont des leviers qui se prennent en compte, c'est-à-dire à quel point vous vous êtes mobilisé peut-être rapidement et intensément pour sortir rapidement quelque chose dont votre client avait besoin, et puis aussi potentiellement votre capacité à juste, en peu de temps, être très efficace dans la résolution d'un problème. Et votre client, ce qui l'intéresse, en fait, c'est d'abord et avant tout... Pardon, je me rends compte que vous voyez mal. C'est d'abord et avant tout, en tout cas, les clients avec lesquels vous allez bosser, c'est pas à quel point vous y avez passé vos nuits et du temps, c'est à quel point vous avez été efficace dans la résolution de son problème. Et le reste, d'une certaine façon, c'est votre problème. Le temps qu'il y passe, etc., c'est votre problème. S'il est prêt à payer ça, s'il est prêt à le payer, il est prêt à le payer. À partir du moment où ce que vous avez vendu, c'est pas 2 heures de votre temps, mais c'est 5 000 € pour telle solution ou 5 000 € pour tel service en face. Et donc, la culpabilité ici, elle est sur le fait de faire de la marge. Mais bizarrement, et je vous renvoie à ça, est-ce que vous vous sentez coupable autrement qu'envers vous-même de ne pas faire de marge? Et la réponse est toujours non. C'est-à-dire que pour le coup, ces mêmes personnes sont toujours enclines à faire du write-off sur leurs honoraires. C'est-à-dire à dire, ok, on avait convenu, je sais que ça va me prendre 20 heures, mais bon, tant pis, je vais pas faire payer. Et les forfaits, c'est pas qu'une question d'heure, hein. Surtout, c'est pas du tout ce que je veux véhiculer. Là, je simplifie, mais vraiment, c'est ces mêmes personnes qui, pour le coup, n'osent jamais, si jamais il y a une redéfinition du scope, le client demande plus de choses, renégocier. C'est-à-dire dire, mais en fait, là, nous, on s'était mis d'accord sur un accompagnement sur telle et telle problématique. Et là, vous êtes en train de me demander ça. C'est autre chose. Et du coup, c'est un autre accompagnement avec un prix en face. Et tant pis, elles le prennent sur elles. Et elles le prennent sur elles sans culpabilité avec le client, juste avec une culpabilité envers elles-mêmes du entre guillemets, sacrifice qu'elles font. Et c'est pour ça que je ramène ça à quelque chose qui, je pense, relève vraiment d'une espèce de pudeur chrétienne par rapport à l'argent et par rapport à tout ça. C'est que si vous êtes enclin à être généreux par certains aspects, parce que vous n'êtes pas à la pièce et il y a des moments où votre client, vous faites des trucs pour lui, vous le faites gratuitement parce que franchement, vous n'allez pas lui faire payer les 10 minutes que vous avez passées à brainstormer avec lui. Et c'est ok, moi je fais ça tout le temps. Il y a plein de clients que j'ai au téléphone où je pense que je leur suis très utile sur des sujets qui sont pas ce sur quoi je suis payée ou même avec des personnes qui me payent pas, mais je le fais parce que franchement je suis pas à la pièce et je vous dis au téléphone, mais autour d'un déjeuner et pas forcément qu'avec des clients. Mais cette générosité, je peux me permettre de l'avoir parce que par ailleurs, pour le coup, il y a des opérations sur lesquelles je suis rentable et d'autres sur lesquelles je suis très rentable et c'est ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est ces deux, donc à vous de vous interroger, le forfait, qu'est-ce qui vous gêne dedans? Parce que les deux peuvent vous gêner selon les cas de figure. Est-ce que c'est vraiment l'incertitude?
Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi ce petit côté, oui, mais et si, en fait, finalement, c'était trop ce forfait? Et si c'était trop? Et si ben, je gagnais très très bien ma vie avec ce forfait? Mais encore une fois, rappelez-vous que la question, c'est qu'est-ce que le client est prêt à payer? Est-ce que le client accepte un prix X pour un service Y? À partir du moment où le client accepte, sans que vous lui ayez mis évidemment un revolver sur la tempe, vous n'êtes pas dans une escroquerie, c'est que c'est la valeur que votre client attribue au service que vous allez lui rendre et que vous lui avez proposé de lui rendre. Et c'est tout. Et en fait, même si ça vous prend 10 minutes, même si ça vous prend 2 heures, et du coup, même si ça ne vous a pas demandé beaucoup d'efforts, en réalité, ça vous a aussi demandé un cumul d'efforts parce que probablement que si vous avez mis si peu de temps, c'est que vous êtes efficace et si vous êtes efficace, c'est probablement pas un hasard, ça doit être des années d'expérience, une base de données extrêmement efficace. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui sont des investissements sur le long terme qui peuvent vous conduire à pouvoir donner une réponse qui a beaucoup de valeur en peu de temps. Et en fait, il n'y a pas de problème avec ça. Il ne faut pas qu'il y ait de problème avec ça. Voilà, déculpabilisez-vous de ça. Tout ça pour dire, si vous n'arrivez pas à proposer des forfaits, réfléchissez sur comment est-ce que vous pouvez réduire votre incertitude. Et il est fort probable que l'incertitude, vous puissiez la réduire grâce au fait soit de gagner en expérience, parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que vous n'avez pas d'expérience et que vous devez juste apprendre, faire pour savoir comment ça se passe, soit en cherchant à générer de la data un peu macro sur, en général, sur une opération X, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, combien de temps ça prend, combien il y a d'allers-retours, combien il y a de jeux de conclusion, combien il y a de je sais pas quoi, combien il y a de rounds de négo, etc. Et chercher à avoir un équivalent d'une médiane ou d'une moyenne et idéalement également d'une médiane. Et vous verrez, en plus, ça vous servira dans vos négos avec vos clients, ça vous servira au moment de la vente. Et deuxième chose, est-ce que vous n'osez pas faire des forfaits aussi parce que d'une certaine façon, vous avez peur de faire de la marge? Bon, sachant que ça, c'est le problème, c'est vraiment un problème de riche parce que vous avez toujours l'hypothèse où quand bien même vous avez vendu 5 000 euros, vous pouvez faire un truc hyper classe avec votre client et lui dire, écoutez, voilà, là, la configuration fait que les négos se sont passés de telle façon que ça allait vite. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire une remise sur les honoraires convenus, etc. etc. Ça, c'est en fonction de la relation que vous avez avec votre client, quelque chose qui peut complètement fidéliser la personne en se disant, ok, c'est un avocat hyper honnête. Mais c'est pas pour ça qu'il faut le faire, parce qu'encore une fois, c'est ok de faire de la marge. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.